Bonjour, très heureux de vous accueillir dans cette deuxième édition de notre émission Génération Municipale, coproduite à la fois par l'École supérieure de journalisme où nous nous retrouvons et la nouvelle revue politique. Alors la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est une question qui taraude le débat politique et le débat public depuis plusieurs mois et encore plus depuis ces dernières semaines. C'est la question de l'entrisme communautaire durant ces élections municipales et éventuellement à l'issue de ces élections municipales. Alors pour en parler, nous sommes évidemment très honorés et très heureux d'accueillir ce matin sur notre plateau une des meilleures spécialistes notamment du frérisme, Florence Bergeaud-Blacker. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, je rappelle que vous êtes anthropologue, chercheuse au CNRS, directrice du Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous conduisez comme investigation et comme mission à l'intérieur de cette structure. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, je citerai notamment Le frérisme et ses réseaux, que vous avez publié en 2023 aux éditions Odile Jacob, et puis plus récemment en 2025, Le djihad par le marché. Et je rappellerai aussi que vous avez reçu le prix laïcité et sciences, ou sciences et laïcité, en 2022 ou 2023. En tout cas tout récemment. Alors peut-être une première question, j'ai parlé du CERIF, qu'est-ce que c'est que le CERIF ? Alors c'est un centre que j'ai créé qui est le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme, qui est destiné donc à étudier, à être un peu le centre de référence de l'islamisme non djihadiste. On a parlé pendant des années des dangers du terrorisme djihadiste, mais on n'a pas suffisamment regardé ce qui se passe du côté du soft power, quelque chose de plus doux, mais qui a une volonté aussi de subversion de la société et pour l'islamiser. Donc ce sont ces méthodes-là qu'on étudie en particulier, ça dans la suite de l'ouvrage que j'ai sorti effectivement en 2023, Le frérisme et ses réseaux, qui avait pour but justement d'introduire dans le débat public cette notion de frérisme, c'est-à-dire l'idéologie produite par les frères musulmans. Alors pour m'accompagner dans ce débat, je vais les présenter. Il y a à côté de moi donc deux étudiants de l'École supérieure de journalisme. Il y a Clément Foucault et Gabriel Moser qui vont également vous poser un certain nombre de questions. Alors avant de leur passer la parole, une première question. Le frérisme, quelle est sa genèse et quelle a été son évolution ? Sa genèse remonte au début, ou quasiment, du XXe siècle. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'idéologie donc produite par l'existence pendant un siècle de la confrérie des frères musulmans qui s'est élargie considérablement au-delà du groupe qu'il constituait dans les années, on peut dire dans les années 60, à partir du moment où il pénètre dans les sociétés occidentales, démocratie libérale, et sécularisée. Et cette confrérie des frères musulmans est née en 1928, 4 ans après la chute du califat. C'est important cette date parce que la chute du califat s'est vécue dans le monde musulman comme un événement traumatisant. C'est un peu comme si le pape avait été assassiné ou avait disparu, Rome avait chuté. Eh bien, pour le monde musulman, c'est quelque chose de très important. Et la confrérie, donc derrière Hassan el-Banna, qui est à l'époque un jeune instituteur de 22 ans, décide en fait de mettre en place des groupes de jeunes qui vont sensibiliser la population égyptienne, alors à l'époque très pauvre, pour qu'elle revienne en fait au temps béni de l'islam, aux temps anciens, du prophète et de ses compagnons de 3 siècles, donc vraiment aux sources de l'islam. C'est un mouvement qui n'est pas né avec les frères musulmans, mais qui est né avec ce qu'on appelle le revivalisme musulman, qui débute à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, qui est un mouvement de réflexion, de réflexivité, on peut dire, de ce monde musulman qui se dit, voilà, effectivement, on est faible, nous avons été conquis par les puissances impériales, britanniques et françaises, et la raison en est qu'ils sont forts, c'est vrai, mais la raison en est que nous sommes faibles. Et si nous sommes faibles, c'est que nous avons oublié les enseignements du prophète. Et c'est ce qu'on appelle la salafia, d'où vient le terme salafiste. Donc les frères musulmans sont nés de ce courant-là avec
la volonté, cette fois-ci, de mettre en place les choses. Hein. Fini les débats, les grandes discussions, disons la critique des anciens, des oulémas, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant se lancer dans le monde moderne. Hein. S'organiser et se lancer dans le monde moderne. Ça veut dire que les frères musulmans sont un type particulier de salafistes. Ce ne sont pas des gens qui rejettent la modernité, ils veulent l'islamiser. D'ailleurs, ils l'ont dit, hein, on veut islamiser la modernité. Alors, bon, on peut dire que durant... En d'autres termes, ils veulent acculturer la modernité à l'islam. C'est ce qu'on peut, on peut le lire dans ces mots. Voilà. À partir des années 20-30, plutôt des années 30-40, on est plutôt dans un panarabisme. Puis il y a les guerres mondiales, etc. Donc c'est quelque chose qui va rester un petit peu localisé au monde musulman et à l'Égypte en particulier. Mais après la guerre, après la Deuxième Guerre, et notamment après la création de l'État d'Israël, qui est très mal vécu dans le monde musulman, là il va y avoir une prise de conscience, une volonté d'action. Ça va donner l'organisation de la coopération islamique et les frères musulmans vont être un peu les cerveaux de ce pan-islamisme qu'on va voir ensuite donc se développer à partir des années 80. C'est un peu après donc, la révolution iranienne. On est en train de fermer la parenthèse de la révolution iranienne en ce moment, mais il faut imaginer ce que c'est que 1979, l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, des mollahs au pouvoir, qui est vécu de façon assez positive et dans le monde musulman, mais aussi dans le monde occidental. Et ensuite, donc, c'est à partir des années 80-90, quand les frères musulmans s'installent sur les campus. Hein, les frères musulmans, l'islamisme, ça arrive toujours par les campus, c'est important. Ce n'est pas par la pauvreté que ça arrive, mais c'est plutôt par les classes moyennes des campus, vont se donner en fait une nouvelle mission, qui est de rééduquer les enfants issus de l'immigration. Donc, ils ne vont pas islamiser des populations musulmanes immigrées parce qu'elles sont déjà musulmanes et qu'elles ont une autre, disons, vision de la religion, moins politique, plus cultuelle. Ils vont s'occuper des enfants en leur disant on vous a appris un islam qui n'est pas l'islam authentique et maintenant ce qu'on va faire de vous, ce sont des ambassadeurs de l'islam. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire dans votre vie, votre métier, vos activités quotidiennes, tout cela doit être dirigé vers la satisfaction de Dieu. Et c'est ça, les frères musulmans ne font évidemment pas la différence, et l'islam le permet bien, entre le religieux et le politique. Tout ça, le droit, le religieux et le politique, tout ça forme un ensemble qui doit être donc mis en marche dans des sociétés qui sont militairement puissantes, qui sont technologiquement puissantes aussi, développées, pour avoir en fait tout, à la fois le côté positif de l'Occident et à la fois le supplément de spiritualité, entre guillemets, de l'islam. Alors vous avez posé particulièrement de manière très précise le décor, vous avez dit quel était le cadre historique, vous avez dit quels étaient les principes finalement de fonctionnement de ce mouvement. On va peut-être maintenant en venir au sujet qui nous concerne, c'est-à-dire en fait comment finalement aujourd'hui ce communautarisme frériste est en train peut-être en tout cas de s'infiltrer et de travailler le terrain des municipalités. Alors peut-être une première question, Clément. Oui, Florence Berger-Blackler. Nous sommes en pleine période électorale pour les municipales. En mai 2025, Bruno Retailleau avait demandé au préfet d'être particulièrement vigilant quant au dépôt de certaines listes électorales. Selon vous, est-ce que cette annonce a été suivie des faits ? Alors déjà, il faut expliquer un petit peu ce que c'est. Donc il y a une préoccupation, on a, disons, pris en considération cette menace islamiste au niveau politique depuis assez récemment, il faut dire, suite à l'apparition du rapport sur les frères musulmans, notamment en 2025, du ministère de l'Intérieur. Donc on sait aujourd'hui, les renseignements d'ailleurs ont donné beaucoup d'informations dans ce rapport-là, on sait aujourd'hui qu'il va y avoir donc des listes électorales avec un certain nombre d'éléments fréristes. Si je vous ai raconté toute l'histoire auparavant, c'est bien pour que vous compreniez que le frérisme en fait s'est étendu bien au-delà de la seule confrérie secrète qui s'était installée dans les années 70-80 et qui avait plutôt priorisé
dans son éducation des jeunes musulmans tout ce qui était culturel, cultuel, en évitant le politique. Ça, c'était vraiment quelque chose qui... pourquoi éviter le politique? Parce qu'ils n'étaient pas en position de force, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de gens pour voter pour eux, etc. Et depuis un certain nombre d'années, ils ont commencé, notamment avec la deuxième et troisième génération réislamisée par les frères, à s'intéresser aux politiques. Et ils sont passés par ce que j'appelle des partis coucou, et notamment la France insoumise. Pourquoi un parti coucou? Parce que ça leur permet en fait de faire couver leurs œufs dans des partis. Alors c'est tombé sur LFI, mais en Belgique c'était les écolos, ailleurs ça dépend en fait ça dépend du panorama politique. Donc faire émerger l'islamisme de partis existants sans se dévoiler. Ils choisissent plutôt des forces politiques de gauche. Oui, parce que ce sont celles qui s'y prêtent le mieux. Après, le clientélisme est plus général aussi. Le clientélisme, ça fait partie de la démocratie. Il faut satisfaire ses administrés. Quand vous avez, comme à Roubaix, peut-être la moitié ou près de la moitié des habitants qui sont musulmans, vous aurez à un moment donné, effectivement, quelqu'un qui va représenter les intérêts des musulmans. Surtout si cette communauté, pendant des années, s'est constituée comme une force sociale et maintenant politique. Oui, donc selon vous, il y a une stratégie d'entrisme donc de la part de partis français établis, mais il n'y a pas de réel parti ou de réelle liste qui se montrerait à visage découvert. Non, justement, c'est ça la stratégie des frères musulmans, c'est d'arriver, ils sont très conscients que leur projet théocratique ne va pas nous plaire. Ils sont conscients de cela et ils le savent depuis les années 80. Mais ils veulent quand même l'imposer. Donc ils sont obligés de ne pas dévoiler leur plan. Et ce plan, ces projets, eux, ils ont été énoncés par des personnages qu'on connaît bien, comme Youssef El-Kardaoui, comme Maoudoudi, comme d'autres, qui ont expliqué de façon très claire leur plan d'emprise des sociétés démocratiques par subversion, c'est-à-dire en utilisant les forces de ces sociétés contre elles-mêmes. Maintenant, ils en sont au point où la démographie commence à être favorable à une approche politique. Il y a aussi le fait qu'on est à la deuxième, troisième génération, donc des gens qui sont nés en Europe, des musulmans qui sont nés en Europe, et eux qui ont aussi des ambitions politiques qu'ils ne cachent pratiquement plus. On l'a vu avec Marwan Mohamed du CCIF, souvenez-vous, il avait dit, écoutez, à l'époque ça ne se disait pas, mais il avait dit, écoutez, vous ne pouvez pas, nous sommes citoyens français, nous votons, vous ne pouvez pas nous empêcher de rêver qu'on pourra avoir notre société islamique ici en France. Ça avait fait scandale à l'époque. Mais c'est quelque chose qu'on commence à voir arriver, et le vote LFI, les positions antisémites de Mélenchon, qui sont quand même des facteurs agglomérants des communautés musulmanes, on va le voir de plus en plus, des gens qui vont sortir presque en disant mais nous on veut effectivement une organisation qui soit ce que j'appelle charia compatible. C'est-à-dire compatible avec la charia, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'ils veulent une organisation islamique, mais au fond, ils veulent tout pour que cette organisation, cette société islamique existe. Alors, sur un mode opératoire, vous avez parlé de la Belgique, on pourrait parler du Royaume-Uni. Est-ce que finalement, ces mouvements s'adaptent au cadre institutionnel propre à chaque pays? Est-ce que, pour aller très vite, est-ce qu'il y a une différence, par exemple, du mode opératoire entre la Belgique, le Royaume-Uni d'un côté, et aujourd'hui la France? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, le réseau confrérique est fait de telle manière qu'il soit d'abord... comme on dit, bottom-up, c'est-à-dire ça part de la base, ça part du bas, et après ça... Donc les Britanniques, les Belges, les Français ne vont pas fonctionner de la même manière, parce qu'on est dans des cadres très différents, un rapport au religieux qui est différent, le modèle d'intégration est différent, on sait qu'il est plus communautariste en Grande-Bretagne qu'en France, donc ils vont s'intéresser à dévoyer la laïcité, parce que c'est le modèle dominant. Là-bas, donc au Royaume-Uni, ils vont utiliser le communautarisme et donc se présenter en tant que culture, mais évidemment pas dévoiler leur projet religieux. Aux États-Unis, Mamdani a joué sur le communisme, c'est-à-dire l'opposition, vraiment l'opposition frontale aux partis républicains et démocrates.
tout cela, c'est inscrit dans la littérature de Kardawi qui explique qu'il va falloir pendant des années que vous étudiez votre milieu. Il le dit déjà dans les années 70-80. Vous étudiez votre milieu et ensuite quand vous aurez fabriqué des experts, des avocats, des sociologues, des médecins, etc., vous commencerez à influencer la société. Et donc tout ça maintenant existe. On a des organisations de lobby du droit, on a des organisations de lobby du secteur médical, on a le marché halal, on a de l'entrisme, je dirais plus discret, plus secret dans nos grands ministères, et notamment, moi je cite beaucoup parce que... Lesquels, par exemple? Le ministère de l'Intérieur, et notamment le bureau des cultes, où on a un certain nombre d'universitaires qui sont très collés dans la frérosphère, on peut dire, et qui vont influencer aussi. Le ministère de la Défense aussi, ou pas? Oh, je pense, je n'ai pas regardé en particulier, mais d'après mes témoignages, oui, il y en a. Donc ça freine en fait. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils ne vont pas instaurer la charia là où ils sont, mais ils vont freiner en fait les initiatives qui pourraient nous protéger de cet entrisme. Clément. Oui, vous avez parlé de cette introduction, de cette sorte de mimétisme, mais comment est-ce que vous expliquez qu'au sein de la politique française, chaque élection, et qui plus est aux élections municipales, il y ait des partis politiques qui revendiquent le fait que les étrangers puissent voter lors des élections municipales? Ça va de la France Insoumise évidemment, à la droite, avec notamment Jean de Boishue qui en 2014 avait signé une tribune dans Le Monde. Oui, il y a le djihad par la démographie, j'ai parlé du djihad par le marché, mais tout est bon pour le djihad au sens large du terme. Le djihad, c'est pas que militaire, c'est simplement promouvoir l'islam et l'imposer. Oui, il y a beaucoup de manières de faire et la démographie en est une. Et donc, il faut freiner toutes les initiatives qui viseraient à empêcher l'immigration. C'est pour eux un grand avantage d'avoir chaque année des centaines de milliers de musulmans arrivant sur le territoire. Ça fait partie du plan, oui. Mais très concrètement, à l'échelon local, qu'est-ce que les frères musulmans, quel danger ils pourraient représenter, quel projet ils pourraient porter, toujours dans cette stratégie-là? Quel danger? Écoutez, une société islamique, oui, non, mais à l'échelon local. Oui. Prenons l'exemple, demain, un maire LFI passe au second tour. Qu'est-ce que ça peut changer très concrètement? Ça peut concrètement sur le terrain. C'est ça, voilà. Est-ce que par exemple, des financements de mosquées, de lieux de culte, comment ça pourrait se traduire? Des avantages pour des associations islamiques qui... des possibilités d'installer, je ne sais pas moi, d'organiser des salons de beauté pour la femme musulmane. Le ramadan, où on décore les villes pendant le ramadan, c'est des choses qui vont modifier petit à petit participer au djihad d'atmosphère. Oui, c'est ça, mais vraiment de manière concrète, permettre du halal à l'école, etc. Donc vous vivez de plus en plus dans un univers charia compatible, jusqu'à ce qu'il devienne naturellement, c'est ce que les frères pensent, naturellement une société islamique. Vous aurez et les femmes se voileront évidemment de façon plus marquée. Si on regarde Molenbeek en Belgique, qui est un peu la Roubaix belge, eh bien toutes les femmes sont voilées, toutes les femmes musulmanes sont voilées. Il n'y a plus personne qui oserait sortir sans voile ou alors pas tranquille, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il y a des villes qui sont prêtes à basculer dans cette forme de contre-société que vous nous présentez là? Oui, on a cité Roubaix. On peut Roubaix, pas pas exclure que le maire, après on a une série de conversions, on ne peut pas exclure qu'un maire LFI soit déjà converti, soit en train de le faire, ou soit se convertira. Et ça va lui amener beaucoup de voix. C'est arrivé en Belgique, ça? Oui, on sait qu'il y a des convertis. Ils ne font pas la publicité, mais on sait qu'il y a des convertis, oui. D'ailleurs, je dirais que le personnage le plus important des frères musulmans en Belgique, Michael Privot, est un converti. Alors, il prétend être sorti de la confrérie. Bon, au moins, il a continué ses activités. Mais pour la confrérie est très favorable d'ailleurs à recruter des convertis parce qu'ils connaissent bien le milieu.
C'est souvent des gens bien éduqués. Donc le profil du frère musulman secret, parce qu'il faut bien distinguer le frère musulman du frériste. Le frère musulman n'a pas vocation à tenir une mairie, ni à se montrer sous les sunlights. Ça, c'est pas possible. Le frère musulman reste dans le secret. Il agit, mais il reste dans le secret. On estime qu'en France, il y a entre 500 et 1000 frères musulmans assermentés. Ensuite, il y a les autres qui viennent, donc qui sont des influenceurs, qui ont été baignés dans cet univers frériste et qui en diffusent la parole. Et puis il y a un troisième cercle, des associations banales d'aide aux devoirs, des crèches, des choses qui font l'objet d'un entrisme, ce qu'on appelle d'un noyautage, c'est-à-dire des éléments qui rentrent et qui modifient le système ou alors qui empêchent toute critique de cette montée de l'islamisme qui est vraiment évidente pour tout le monde. Et ils empêchent toute critique de cette montée de l'islamisme, comment? Par des actions judiciaires notamment, entre autres? Alors oui, il y a ce qu'on appelle le djihad judiciaire, typiquement vis-à-vis de chercheurs comme moi. Donc là, je suis sans arrêt en train d'être obligée de me défendre pour des choses que j'ai dites. Rappelez que vous êtes menacée également. Oui, je suis menacée et sous protection policière permanente. Et effectivement, et quand il m'arrive de dire, tiens, un tel est proche des frères musulmans parce que j'en ai toutes les preuves, eh bien, il faut que je me défende devant la justice. Bon, pour le moment, on n'a jamais perdu. Mais enfin, c'est un temps, c'est épuisant de faire face à ça. Clément. Oui, le 23 décembre 2010, le Conseil d'État a statué que le port du voile, comme tout autre signe religieux, pour un conseiller municipal n'est pas interdit, au contraire, au nom du principe de laïcité. Est-ce que vous, à titre personnel, vous considérez que c'est un acte prosélyte que de porter un signe ostentatoire lors d'un conseil municipal? C'est plus que c'est un acte politique. C'est un acte politique, c'est pour ça que je pense qu'il faut l'interdire avant 18 ans. On ne devrait pas permettre à des enfants jusqu'à 18 ans de porter le hijab. C'est une obligation divine, ce n'est pas juste une décoration qu'on met sur la tête, il faut arrêter avec ça, ça n'est pas non plus un signe. Ça fait partie, c'est le socle de la société islamique, le voilement des femmes, puisque la société s'organise autour d'une société non mixte. Il n'y a pas de société islamique qui ne soit pas non mixte. Il faut bien comprendre ça. Donc tant qu'on empêche la non-mixité, on empêche la société islamique de s'installer. Donc c'est absolument crucial d'interdire dans les fonctions publiques ou les mineurs et les mineurs. Une question, Gabriel. Donc, là, on a fait l'état des lieux. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait tenter d'empêcher cette subvention, de lutter? Vous avez dit que le frère musulman ne sera jamais sous les spots, et donc il ne sera jamais véritablement à la lumière. Comment faire? Interdire LFI? Quel moyen pour contrecarrer? Ce qui est très difficile, c'est qu'il nous faut toute une éducation. Moi, j'ai mis 30 ans à essayer de faire comprendre comment ça marche, à étudier les mécanismes, parce que tout nous était caché évidemment par les acteurs, mais aussi par tous ceux, par ce qu'on appelle les idiots utiles, qui ne sont pas toujours idiots d'ailleurs, qui les entourent et qui font un blocage, qui bloquent toute connaissance de ces réseaux. Je rappelle que on me propose, tous les mois à peu près, on me propose une intervention dans une université. À chaque fois, elle est annulée. Et c'est toujours avec des prétextes du genre on n'avait pas de salle, là il y a des examens, etc. Donc en fait, tant qu'on n'a pas la connaissance, tant qu'on ne diffuse pas la connaissance dans la population, et les gens savent beaucoup plus d'ailleurs que leurs élus, mais ils n'osent pas en parler parce qu'ils se disent je suis raciste, je suis islamophobe, etc. Donc ils disent rien, mais ils savent beaucoup de choses. À partir du moment où on leur présente une analyse, qu'on reconnaît l'existence de ce problème-là, on va voir que les citoyens seront en capacité de faire reculer ce phénomène. C'est là-dessus, moi, que je compte. Je ne compte pas sur les politiques. Et vous direz que depuis vos publications, il y a quand même quelque chose qui a un petit peu changé. Donc vous avez parlé du rapport du ministère de l'Intérieur, une prise de conscience de la population. Dès que le livre est sorti, le fait de me menacer, le fait que la Sorbonne interdise ma conférence, et ça fait beaucoup de bruit. Du coup, ça a attiré un peu l'attention des politiques qui avaient déjà été alertés sur la base de mon livre par les renseignements de la République, et il y en a beaucoup. Je lui avais présenté avant que le livre sorte, donc c'était déjà un peu dans l'air. Et puis après, il y a eu ce rapport sur les frères musulmans qui a dit, bon, ouais, on a un problème avec ça.
Une toute dernière question avant d'achever. Est-ce que vous considérez que par rapport à 2019, les dernières élections municipales, 2026, de ce point de vue-là, sur le terrain municipal, pourrait constituer un début de point de bascule par rapport à ce qu'on a connu? Oui, pour moi, alors... Il y a une intensification. Voilà, il y a une intensification. Alors, ça ne va peut-être pas se faire au niveau des têtes de liste, oui. mais dans les listes, un noyautage des têtes de liste massif. On n'est pas capable de le quantifier à ce stade. Pas encore, mais moi j'entends des élus, j'entends des choses, je vois la façon dont ils vont positionner non seulement des listes, des gens dans les listes, mais aussi recruter des agents municipaux. Donc ça va, pour moi c'est un point de bascule, surtout s'il y a un modèle. Si Roubaix bascule, avec un LFiste qui est vraiment très très proche des frères musulmans, s'il n'est pas lui-même un frériste, et qui est très haut dans les sondages, là effectivement ça va être un modèle. Et on sait que ça ne s'arrête pas. À partir du moment où il y a un modèle comme ça, il y en aura partout en France. Et là il faut bien comprendre qu'on est complètement dans le schéma des frères musulmans, qui consiste à créer des petits pôles comme ça partout en France et après à les faire se communiquer entre eux pour s'étendre de façon systématique. Pour mailler le territoire. Voilà, tout ça a été très bien pensé. Merci Florence Bergeaud-Blacker pour ce propos et ce panorama rapide, trop rapide d'ailleurs, que vous venez de nous faire sur en effet ce sujet. Merci à Clément et merci à Gabriel et merci à toutes les équipes de l'ESJ qui ont permis la réalisation de cette émission et également à Ariane Lecoeur qui joue un rôle essentiel dans la production de cette émission. Merci à tous.